Donc là, la chance, elle est sortie de rien. Que la paix soit avec vous ce matin. Ce soir, comme je l'ai indiqué hier à 19h, je donne rendez-vous pour cette vidéo de Direct Citoyen consacrée à la question que pose l'incendie de l'entrée de la ville de Foumban sur le plan à la fois juridique, sur le plan patrimonial, sur le plan politique. Les questions que pose ces tensions à la fois permanentes entre la mairie et l'autorité traditionnelle du point de vue du droit camerounais, les problèmes que pose du point de vue de l'histoire de l'Afrique précoloniale, donc du Cameroun précolonial, et les problèmes que pose du point de vue de la mise en perspective de la décentralisation au Cameroun qui, comme je l'ai énoncé hier à travers un certain nombre de repères historiques, et dans le Cameroun dit anglophone, donc après 1916 en 1941, consacré par la House of Chiefs qui était associée dans le cadre de l'Indirect Rule à la gestion des terroirs, et puis à partir de 1972, dont la constitution du 2 juin 72, les collectivités locales décentralisées d'aujourd'hui, donc les communes, ont eu une sorte de consécration juridique avec une disposition constitutionnelle qui leur accordait ce qu'on appelle la personnalité morale de droit public. Et donc à 19h ce soir, ce direct citoyen, je le ferai pour adresser ces questions absolument importantes pour tous ceux qui s'intéressent à la gestion de la vie publique, aux politiques stricto sensu, en dehors de la politique qui est la rivalité pour la conquête du pouvoir, et puis également les questions de pouvoir, les différents types de pouvoirs qui existent dans la société camerounaise, le pouvoir d'État, le pouvoir traditionnel, les différents types d'influences qui existent dans nos différentes contrées, dans nos différents terroirs et surtout dans notre pays. Alors j'ai voulu rapidement sur le chemin où effectivement on accompagne les enfants à l'école et on fait un tout petit peu de marche, un peu de footing le matin, parler de la question de la disparition de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, dont le président Macron, à qui le président Macron a rendu un hommage hier dans la tradition républicaine française, bien évidemment sans évoquer la part d'ombre et une grande part de ce qu'était Giscard, parce que cette part d'ombre de Giscard est la part d'ombre de l'ensemble des présidents français, l'ensemble des chefs d'État français depuis Louis XIV, l'ensemble de ceux qui ont dirigé la France dans sa partie d'Ancien Régime et dans sa partie post-révolutionnaire, dans sa partie moderne à partir de la Troisième République, donc à partir de 1871, eh bien Giscard d'Estaing, sa part d'ombre est intrinsèquement liée à cette histoire absolument sanglante, génocidaire par certains côtés, prédatrice de manière fondamentale entre la France et l'Afrique, dont Valéry Giscard d'Estaing était l'une des incarnations dans sa part d'ombre. Alors avant ce propos sur la question de VGE, comme on l'appelait, il y a une précision que je souhaitais faire à un certain nombre de personnes
de personnes que ça dérange véritablement de voir des compétences, des cerveaux, des Camerounais, des Africains qui sur le plan international, qui de manière absolument enthousiaste, de manière absolument libre, de manière absolument déterminée, travaillent, recherchent, s'informent, se forment dans un certain nombre de domaines. En l'occurrence, ma modeste personne, évidemment journaliste, hein, c'est-à-dire que à ce sujet-là, il n'y a pas de doute à se faire. C'est-à-dire que quand vous êtes journaliste dans un pays comme le Cameroun, c'est-à-dire que vous vous appelez Moundé, comme d'autres s'appellent Charles Ndongo et d'autres, eh bien, vous n'avez pas vos preuves à faire à quiconque, sinon simplement que quand vous vous exprimez, que ce soit avec votre plume ou que ce soit avec de manière orale ou tout simplement sur un certain nombre de plateaux ou à travers vos sorties, eh bien ceux qui en général traitent des questions journalistiques savent très bien que la personne de Moundé ne fait pas de doute quant à ses qualités sur ce plan-là. Autrement, quand on choisit dans sa trajectoire de faire d'autres choses, d'adjoindre à sa compétence de journaliste, d'autres compétences, d'autres spécialités, eh bien, on est libre de le faire. On le fait avec hauteur, on le fait avec exigence, on le fait avec excellence. Et dans le cas d'espèce, ayant étudié dans une première partie de ma vie académique et universitaire le droit à l'université de Douala, enfin naturellement, quand vous transitez par les sciences politiques ou la géopolitique, les relations internationales, je rappelle pour ceux qui ont touché ou tâté ces questions que vous ne pouvez pas suivre un cursus de relations internationales, ceux qui sont à l'Institut des relations internationales du Cameroun à Yaoundé, dont à l'IRIC, vous pouvez pas faire un cursus de relations internationales sans une dimension juridique. Le droit international, dans ses différentes déclinaisons, est d'une des matrices, des colonnes vertébrales des études en matière de droit international. Et donc souvent, dans le débat public au Cameroun, et quelqu'un comme moi qui assume totalement ses idées et ses opinions sur le Cameroun, moi quand je veux dire que je félicite Maurice Kamto et Penda Ekoka pour l'initiative de Cameroun Survie, je ne demande pas l'avis, je ne demande pas le blanc-seing, je ne demande l'accord de personne. Je le dis de manière absolument libre, allègre et jubilatoire même. Moi, j'aime les Camerounais qui bossent. J'aime les Camerounais qui montrent l'exemple. J'aime les Camerounais qui nous font rêver par leurs compétences. J'aime les Camerounais qui, dans leurs partis politiques ou dans leurs organisations de la société civile, justement, sont ce que le gouvernement ne doit pas être. C'est-à-dire que quand vous avez une opération comme Cameroun Survie, eh bien, s'il y a un manquement ou il y a un doute sur une question, comme Penda Ekoka Christian l'a fait le 4 novembre, eh bien, vous faites un communiqué, il a fait un communiqué, vous dites aux Camerounais, eh bien, voici la situation, voici les dons qui ont été accordés aux populations dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ce satané virus, cette pandémie qui touche l'ensemble du monde entier, eh bien, vous le faites comme Christian Penda Ekoka, qui effectivement a été nommé comité de gestion par celui qui a initié cette initiative, c'est-à-dire Maurice Kamto, eh bien vous le faites. Et quand il y a un manquement, vous pouvez suspendre celui qui s'occupe de la plateforme technique et attendre les résultats de l'audit externe qui a été commandé. Ça, je salue. Et ça, personne ne pourra m'empêcher de le faire. Personne ne pourra m'empêcher de dire ce que je pense ou ce que je ne pense pas de bien d'une personnalité politique au Cameroun, le président de la République jusqu'au plus humble des opposants politiques au Cameroun. Il faudrait que cela soit clair dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire que la personnalité, par exemple, du Fon des Bamoun, Ibrahim Bomonjoya, quand il s'agit de son statut de sénateur, moi je le juge, je traite cette personnalité comme étant une personnalité publique qui fait de la politique et qui est dans le champ du politique. Et je peux émettre une critique en toute liberté, sans autre considération.
sans autre considération. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que en juillet 2019, j'ai été l'auteur d'une vidéo, d'un propos absolument libre et clair, adressé à Monsieur Mbombo Ndoye en tant que sénateur, et qui a par ailleurs une dimension de majesté, c'est-à-dire que puisqu'il est chef traditionnel de premier degré, Fon des Bamoun, roi comme on appelle traditionnellement, c'est-à-dire que c'est la déclinaison de Fon, eh bien cela ne pourra pas être retiré. Quand la modeste personne de Moundé veut dire des choses, quand la modeste personne de Moundé veut s'adresser à une personnalité au Cameroun, c'est dans un cadre républicain. Moi, je suis un républicain, mais profond. C'est-à-dire que le pays dans lequel je vis, c'est la France. Et bien, dans ce pays-ci, eh bien, moi, je n'ai pas pris la nationalité de ce pays. Je ne la prendrai pas. Je suis pas français. Je suis un Africain camerounais et fier de l'être. Eh bien, quand je veux dire des choses très, très précises, même parfois dures, organiser des manifestations, y participer contre le racisme, contre la manière dont mes frères et sœurs sont traités ici ou contre la France-Afrique, le franc CFA, eh bien je ne me fais pas prier, je ne me fais pas gêner, je ne me gêne pas pour le faire. Je dis bien en France. Et la France où la police républicaine, moi je fais partie de ceux qui, dans le cadre effectivement de l'affaire Zecler, comme d'autres affaires, disent de manière explicite que le racisme systémique touche la police en France. Je ne dis pas les choses à côté, je ne dis pas les choses de manière voilée. C'est-à-dire qu'au sein de la police française, cette dimension raciste existe. Autant que la dimension républicaine, elle est intacte et à saluer. D'ailleurs, la plupart de nos manifestations, la plupart de nos initiatives, la plupart de nos marches, la plupart de ces initiatives citoyennes, elles sont encadrées par la police républicaine. L'autre jour, à la place de la Bastille, j'étais avec mon ami et frère Patrico et ma chère et tendre chérie, ma compagne, ma femme. On s'est fait gazer parce que il y a des black box, ceux qui sont venus perturber la manifestation à la place de la Bastille, une manifestation qui se passait allègrement bien, de façon jubilatoire, avec des personnes qui s'étaient mobilisées contre l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, et surtout des personnes comme moi, comme nous, qui étions venus effectivement pour dire qu'enfin, et comme ma sœur Assa Traoré, Abdel Malik et bien d'autres, Camélia Jordana, qui étaient venus pour dire que oui, il a fallu d'une vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que la plupart d'entre nous, la plupart de ceux qui vivent dans ce pays, la France, disent sur cette dimension systémique du racisme. Vous avez encore vu cette vidéo hier soir qui a été révélée par le site internet d'investigation Mediapart sur ces policiers qui ont mis en joue, tirant 2 balles à des jeunes qui n'avaient rien fait dans le bois de Boulogne. Eh bien, dans cette France-ci, quand nous voulons organiser des manifestations, et moi j'en organise dans ce pays, la France, en tant qu'étranger, je suis camerounais, je suis titulaire d'une carte de séjour de 10 ans en France, et tout le monde le sait, puisque je ne suis pas quelqu'un de caché, d'inconnu, tout le monde le sait, j'organise des manifestations qui sont libres. Et quand il y a des policiers qui nous encadrent, je salue cela, au même titre que quand il y a des policiers qui commettent des bêtises, des abominations, eh bien on est capable de le dire. Et donc quand je le fais en effet miroir pour mon propre pays, sur mon propre continent, eh bien si nous sommes aussi sévères, si nous sommes aussi durs avec ce pays qui nous a accueillis, eh bien a fortiori avec le pays de nos gènes, avec le pays de nos cordons ombilicaux, le Cameroun. On ne peut pas comme ça continuer à ternir, à dévoyer l'image de gens, de Camerounais, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit que il faut être capable d'admirer la personne qu'on n'aime pas. Il faut être capable d'admirer la personne qu'on déteste. Si un Camerounais, si un Africain, si votre frère, votre sœur a des qualités objectives et intellectuellement puissants, intellectuellement vivifiants, intellectuellement inspirants, eh bien admirez-le, eh bien soutenez-le. Hier quand j'ai fait une vidéo pour à la FNAC des Halles à Paris, pour effectivement continuer à la fois ce soutien et cette mise en lumière de Djaïli Amadou Amal qui a obtenu le prix Goncourt,
Et quand j'ai évoqué la personne, la figure de Calix Beyala, de Nganan aux côtés de Léonora Miano, de Blik Mbassi, de Hem Leboum, eh bien il y a des gens qui m'ont dit non, il faut pas citer Calix Beyala parmi ceux-là ou d'autres qui disaient Nganan. Non, ce sont des écrivains. Vous savez, dans ce pays, la France, Robert Brasillac, Pierre Loti, Hugo, Voltaire, ils ont eu des propos absolument horribles sur les Juifs, sur les Noirs. Louis-Ferdinand Céline, qui est venu au Cameroun et qui a écrit son livre à partir du Cameroun, il a été un abominable antisémite dans ses propos. Mais il faut voir ceux qui saluent, ceux qui lisent, ceux qui entretiennent une relation intellectuelle avec Louis-Ferdinand Céline ici, parce que un être humain aussi a sa complexité. Donc quand on parle de littérature, on parle d'intelligence, on parle d'idées, il faut voir même ces pays ici. Pierre Loti a une rue dans notre ville de Douala. Dans notre chère ville de Douala, lisez ce que Pierre Loti disait sur les femmes noires, sur les femmes africaines. Lisez ce que Victor Hugo disait sur l'Afrique. Ce que je mets en parallèle avec le propos de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait dit que l'Afrique immuable depuis que l'homme est parti, c'est-à-dire Homo sapiens, il y a 250, 300 000 ans de l'Afrique. Valéry Giscard d'Estaing a estimé que l'Afrique était immuable. Immuable. C'est en français, c'est quelqu'un qui avait, et d'ailleurs il a fini académicien au siège de Léopold Sédar Senghor, s'il vous plaît, quand Léopold Sédar Senghor, grand amoureux de la France, grand transit de la France, a passé, comme on dit, l'arme à gauche, celui qui l'a remplacé sur son siège, c'était bien Valéry Giscard d'Estaing, VGE de son nom, et qui avait dit que l'Afrique était immuable. C'est quelqu'un qui connaissait la force des mots. Il était polytechnicien. Il était aussi précis comme polytechnicien que chirurgical quand il utilisait les mots de la langue française, pour laquelle il avait une admiration à la fois gourmande. Hein, c'est quelqu'un qui aimait les mots, mais qui utilisait avec beaucoup de précision. Donc vous voyez que l'hommage qui lui a été rendu par Macron hier ne faisait pas référence à ces propos qui ont un Roland d'essentialisme, un Roland de racisme même, comme on dit, puisque c'est un peu cela aussi les germes de ce racisme systémique qu'on peut retrouver dans les propos des uns et des autres. Alors, quand j'évoquais cette question, question intellectuelle, cette question discursive, ce rapport qu'on peut avoir avec des personnes qu'on n'aime pas, parce que bon, peut-être qu'il n'y a pas d'affinité, pas d'émotivité particulière avec ces personnes-là, eh bien, dans un débat public, dans un débat citoyen, on n'est pas toujours dans des relations émotives ou des relations d'amour, on est dans des relations logiques, on est dans des relations, oui, politiques au sens de confrontation, de vision d'une société. Moi, comme d'autres Camerounais, voilà, je soutiens, voilà, un certain nombre d'idées concernant mon pays, le Cameroun, ou bien mon continent, l'Afrique. Eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir des relations absolument d'amour avec celui qui est en confrontation ou celui qui n'est pas d'accord avec moi. Moi, je suis quelqu'un qui est admiratif du talent, des dimensions et des capacités intellectuelles d'un certain nombre de personnes avec qui j'ai souvent eu des confrontations publiques. Avec Serge Alain Godon, dans le cadre du journal Mutation, j'ai fait un dossier sur Calix Beyala. Avec mon frère Serge Alain Godon, on a fait une double page dans Mutation sur Calix Beyala, sur son œuvre, sur l'œuvre de Calix Beyala. Moi, j'étais très fier de faire ce travail intellectuel, journalistique sur l'œuvre de Calix Beyala. Je suis allé moissonner, fouiller dans les librairies de France, aller discuter avec les libraires, avec les critiques littéraires du monde littéraire. Eh bien, on a produit ce dossier pour le quotidien Mutation et j'en suis fier. Calix Beyala et moi, on est à l'opposé sur le plan des idées politiques concernant le Cameroun et l'Afrique notamment. On est à l'opposé de ce qui se passe au Cameroun. Je suis mais radicalement opposé à Calix Beyala pour ses sorties, pour sa manière de traiter les gens aujourd'hui au Cameroun. Mais mon fils, ma fille, mes filles, elles ont la petite fille du réverbère. Elles lisent Calix Beyala. Elles lisent Patrice Nganan. Elles lisent Patrice Nganan et moi, on a des confrontations intellectuelles. Et Patrice Nganan, quand je lui ai adressé un message amical, fraternel, l'année dernière, eh bien, j'ai parlé de son œuvre.
J'ai parlé de son œuvre. J'ai parlé de son œuvre. Parce que c'est cela qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être, même si l'autre est quelqu'un qui ostracise, met à l'index. Moi, je ne vais pas jouer le jeu, justement, de l'autre de cette manière-là. Je ne vais pas prendre l'être humain dans sa gadoue. Je vais le prendre dans son élévation. Je ne vais pas prendre l'être humain dans sa bassesse ou sa petitesse. Je vais le prendre dans sa dimension, la dimension qui l'élève, la dimension qui le porte, la dimension qui, voilà, comme quelqu'un disait, penser contre soi-même. L'autre n'est pas mon ennemi parce qu'il pense différemment de moi. Sans la liberté de blâmer, point d'éloge flatteur. Si je ne peux pas dire que je suis pas d'accord avec toi, alors ça veut dire que mon propos laudateur, élogieux n'est qu'une flatterie, n'est qu'une basse flatterie. Donc c'est cela que nous devons avoir dans le débat public, que ce soit sur l'Afrique ou que ce soit sur le Cameroun. Hier, Djaïli Amadou Amal, quand on est allé chercher les impatientes à la FNAC, ça ne coûte que 17 €. On n'a pas forcément, on n'est pas plein aux as, hein. On se débrouille, c'est très très dur en France, notamment maintenant, c'est très très difficile. On s'entraide, on se donne des coups de main, etc., etc. On fait attention à la petite épargne qu'on a, etc. Mais quand on a la possibilité, c'est-à-dire que d'acheter ou bien de prendre un livre d'un frère, d'une sœur qui écrit comme Djaïli Amadou Amal sur une question qui touche de manière absolument atroce parfois des jeunes filles dans le nord du Cameroun, dans le Sahel, les viols conjugaux, les mariages précoces, les mariages forcés. Vous voyez à Maroua ce mariage des veuves et des divorcés. Les divorcés à Maroua ont 17 ans. Les divorcés à Maroua ont 18 ans. Les divorcés qui partent de Fumban et qui deviennent parfois des prostituées dans le nord Cameroun. Des divorcés qui partent de Fumban, du Noun, et qui deviennent parfois des prostituées au Gabon, ouvrant des circuits. Oui, c'est ce qu'a documenté Amadou Amal. C'est ce qu'elle a documenté. Elle a dit que dans notre pays, le Cameroun, dans sa partie sahélienne, dans le nord Cameroun, et dans un certain nombre de contrées, dans la partie sud du Cameroun, eh bien, il y a cela, les filles qui souffrent, et que, en convoquant chez Djaïli Amadou Amal, en convoquant justement, et c'est une des parts de ce génie littéraire vient de ce qu'elle a eu un rapport dialectique et critique avec sa propre philosophie Peul. C'est-à-dire que Amadou Hampâté-Bâ avec Amkoulel, l'enfant Peul, et puis également toute son œuvre, puisque Amadou Hampâté-Bâ a un certain nombre d'auteurs qui seraient exhaustifs de citer ici. Alors, on parlait avec profondeur de cela. Et le Poulakou. D'ailleurs, Philippe Gaillard, quand il a traité du président Ahidjo dans son livre Patriote et despote, a évoqué le Poulakou comme quelque chose de structurant chez le président Ahidjo. Cette façon de modeler l'homme, cette façon de le construire, cette façon d'être qu'à l'être Peul. Et dans le Poulakou a un certain nombre de composants, de déclinaisons, notamment le Akilo, faire des choses avec attention, avec mesure, notamment le Seda. C'est-à-dire que Seda, c'est quelque chose qui relève d'une forme d'attentisme, de lenteur. Et puis il y a également le Mounial. Oui, le Mounial, elle a parlé du Mounial. Le Mounial, c'est de dire patiente, voilà, vous connaissez cette chanson à succès, c'est un tube du Makossa au Cameroun. Femme, il faut supporter de Oegen Ekwala. Femme, il faut supporter, c'est le mariage. Eh bien, Amadou Amal, comment elle en parle? Elle en parle avec le Mounial, où on demande aux enfants de supporter, aux jeunes filles, à une fille de 14 ans, de 13 ans, de 15 ans de supporter un vieux, un monsieur, un papa, un vieillard de 55, de 60, de 75 ans. On ne peut pas supporter un vieillard de 75 ans sur son corps. On ne peut pas supporter qu'un vieillard vous arrache votre adolescence, vous arrache votre enfance. Regardez nos filles, nos enfants, qui ont 16 ans, qui ont 10 ans, qui ont 12 ans. Imaginez-les avec un homme de 75 ans, de 55 ans, de 50 ans même, de 40 ans même. Qu'est-ce que ça donne? Moi, quand je vois mes filles vivre leur enfance, vivre leur tendre adolescence, je me dis, elles se retrouveraient dans le lit avec la charge, le rôle social de supporter
quelqu'un qui est là pour sa luxure, pour jeter sa gourme, sous des prétextes fallacieux de procréer, de faire des enfants en Afrique, etc., de peupler l'Afrique, eh bien, on fait de ces filles des machines, des usines à bébés, un peu comme ce que Boko Haram a fait au Nigeria. Eh bien, Amadou Amal le dit, elle le fait. Et non seulement elle écrit, mais Amadou Amal est porteuse d'une formidable idée à travers son association SOS Femmes du Sahel, qu'il faut soutenir. Ces femmes à qui il faut accorder des bourses, qui doivent aller à l'école, parce qu'elles vont pas à l'école. L'école obligatoire n'est pas suivie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de suivre ces questions de décentralisation au Cameroun, pour voir comment les régions, pour voir comment les mairies, les communes, qui sont les deux modalités, les deux instances de la décentralisation au Cameroun vont gérer ces questions dans des régions critiques, comme effectivement les régions du septentrion, du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa, du Noun, où des personnes absolument obscures. Parce que il y a quelqu'un qui disait, et j'aime beaucoup ce qu'il avait dit dans cette phrase, il disait que on peut pardonner objectivement à un enfant d'avoir peur de l'obscurité, mais on ne peut pas pardonner à un adulte d'avoir peur de la lumière. Il y a des marchands d'obscurité au Cameroun. Il y a des marchands d'obscurité en Afrique. Il y a des marchands d'obscurité qui vont au Soudan, qui vont en Arabie Saoudite, qui vont parfois en Égypte, qui vont dans un certain nombre de pays dans le monde arabe et qui nous ramènent de l'obscurité au Cameroun sous prétexte que leur forme d'islam est ce qui doit être, parce que c'est l'islam des salafs, c'est-à-dire que l'islam des ancêtres, les compagnons du prophète de la première heure, ceux qui ont fait l'hégire, c'est-à-dire que la migration, quand il a été chassé de la Mecque pour Médine, cela est importé chez nous, puisque les salafs ont inspiré Abdel Wahab. Abdel Wahab, qui est en dernière ligne celui qui a été inspiré par Ibn Hanbal. Ibn Hanbal, c'est qui? C'est l'un des porteurs des 4 écoles juridiques de l'islam. L'islam, c'est le hanbalisme, le hanafisme, le shafisme et le malikisme. Le malikisme est effectivement une des branches des écoles juridiques de l'islam qui est populaire en Afrique. Mais ce malikisme a été combattu par justement ceux qui étaient porteurs de l'idéologie salafiste, qui procédait de ce qu'on disait, de lire le Coran littéralement, de ne pas changer un iota là-dedans, de ne pas chercher à interpréter philosophiquement, parce que tout y était. C'est le propos d'Ibn Hanbal. Et Ibn Hanbal, c'est celui qui a effectivement été le maître à penser de Abdel Wahab, qui a signé une sorte d'alliance politique. Donc c'est-à-dire que les émirs du Hejaz, qui sont devenus ceux qui ont fondé l'Arabie Saoudite, parce que c'est le seul pays au monde qui porte le nom d'une famille, les Séouds, qui était une partie justement de ces composantes tribales dans l'Arabie ancienne et qui est devenue l'Arabie Saoudite, donc avec une partie du Yémen, une partie du Yémen qui est restée indépendante et une autre qui a été intégrée dans l'Arabie Saoudite. Vous savez par exemple que la tribu des Coréishites du prophète Mohammed, donc de l'islam, vient de cette partie de l'Arabie qui était le Yémen, les Coréishites. Donc c'était une tribu, comme il y a des tribus chez nous au Cameroun ou dans un certain nombre de pays africains. Donc ces personnes-là importent de l'obscurité au Cameroun. Et donc Amadou Amal parle de cela, de ce que on croise, on mêle dans une forme d'inculturation comme ça, le mounial, donc c'est-à-dire ce qui découle du poulakou, de cette philosophie, de ce littéralisme, de cet obscurantisme qui procède justement d'une calcification du salaf, donc c'est-à-dire que les ancêtres qui sont les compagnons du prophète pour les musulmans, donc ceux qui croient en la révélation de l'ange Gabriel à Mohamed, etc., sur le mont Hira. C'est-à-dire que vous avez donc chez nous, dans l'extrême nord, le nord et l'Adamawa, des personnes qui ont dit que c'est la manière normale et naturelle pour une fille musulmane de vivre. Naturelle et normale. Et donc, on a eu par bonheur cette jeune femme, mariée à 17 ans, mariée 2 fois, qui lutte admirablement contre cela. Et une éditrice française, Emmanuelle Colas, lui a donné sa chance. Parce que Amadou Amal au Cameroun, dans l'édition au Cameroun, vous connaissez le marché de l'édition au Cameroun. Marcelin Vunda et toi,
qui a dirigé les éditions Clés, et d'autres se battent. Les éditions Ifriqiya, la librairie des peuples noirs et bien d'autres, ils se battent. Mais ce n'est pas évident d'être un écrivain noir au Cameroun, un écrivain africain au Cameroun, un écrivain afrodescendant. Parce que on dit, et c'est une autre légende urbaine, que quand on veut cacher une chose à un Africain ou à un Noir, on le met dans les livres. Mais ils lisent le Coran, ils lisent la Bible. Et bien évidemment, quand on est croyant, quand on est pieux, on lit son livre religieux. C'est-à-dire que vous lisez le Coran, vous lisez la Bible. Moi, je croise très souvent des Maliens, des Sénégalais, des Africains, de manière générale, dans le métro ou à Paris, qui vous demandent leur chemin. Ils ne lisent pas le français, mais ils sont alphabétisés en arabe. C'est-à-dire qu'ils ont leur Coran, qu'ils sont en train de lire dans le métro, mais ils ne peuvent pas lire l'adresse de leur chemin. Ce qui est paradoxal. C'est-à-dire que si vous pouvez lire en arabe, alif ou ba ou ta ou sa ou ha ou jin ou soit dun doit dun, c'est-à-dire que l'alphabet en arabe, vous pouvez lire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K jusqu'à Z. C'est-à-dire que si on est capable d'envoyer un enfant à l'école coranique, moi j'ai fait l'école coranique, c'est-à-dire qu'on nous a envoyé à l'école coranique quand on était des enfants. Les 170 sourates du Coran, de Alif, de la Fatiha à la Bakara, c'est-à-dire que Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin, Amin, la Fatiha jusqu'à la Bakara, la sourate de la vache. C'est-à-dire que Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc c'est-à-dire que ces 170 sourates, je les ai, nous l'avons dans la tête, je peux les réciter allègrement. Mais on a donc fait de nous, les Africains, des récitateurs de Bible et de Coran. C'est-à-dire qu'on a mis dans la tête des Africains des sourates qu'on ne comprenait pas, qu'on annonnait. Un enfant de 10 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 11 ans qui annonce ce qu'il ne comprend pas. Et quand il est adulte, il est analphabète en anglais et en français, ou bien dans sa langue, sa propre langue africaine. Et parfois, certains combattent nos propres langues africaines, comme chez les Bamoun par exemple, où on vous dit de ne pas appeler le Très-Haut, l'unique, avec ses différentes traductions, Nini, on vous demande de ne pas l'appeler, on vous dit de l'appeler Allah. Mais ben non. Nini, comme Zamba, comme Tchambé, comme chez les Dogons, Amma, parce que chez nous, en Afrique, sur le continent africain, avant l'islamisation dans le Sahel, au Xe siècle, le sultan de Gao, avant la christianisation, la première christianisation en Afrique, c'est-à-dire que le roi Ezana d'Éthiopie en 311, eh bien nous, en Afrique, on n'a pas attendu, on n'a attendu personne pour avoir une spiritualité, une élévation, une connexion, une transcendance. Et même l'Eucharistie. Quand je parle souvent de ces questions, et j'ai souvent entendu des amis ou des frères et sœurs vous dire oui, mais chaque fois vous citez l'Égypte antique. Moi, je n'ai rien contre les gens qui viennent à la télévision camerounaise avec leur Bible à la main. Monsieur Elim Bilobé vient à la Bible, vient avec une Bible à la main, et personne ne lui dit rien. Monsieur Momo et d'autres ont cité Saoul. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais quand on nous laisse citer l'Afrique et l'Égypte antique, qu'on nous laisse citer Taotep, qu'on nous laisse citer les textes des pyramides, qu'on nous laisse citer les textes des sarcophages, le livre des morts, le livre des deux chemins, l'âme droite, le traité des 12 cavernes, le traité des mondes souterrains, les énigmes du monde souterrain, qu'on laisse les Africains, parce que si on a le droit d'être jésuite, si on a le droit d'être dominicain, si on a le droit d'être évangéliste, si on a le droit d'être ce qu'on veut, islamiste, si on a le droit d'être salafiste, si on a le droit d'être wahhabite, si on a le droit d'être tijanite, si on a le droit d'être mouride, eh bien on a le droit d'être kamite. On a le droit d'être ce qu'on veut sur le continent africain. Le continent africain n'est pas la chasse gardée de l'islam ou du christianisme. Le continent africain n'est pas la chasse gardée de religions qui sont venues d'Orient. Je le dis ici, parce que dans le Cameroun, dans notre pays, le Cameroun, dans l'extrême nord du Cameroun, il y a des populations qui s'appellent les Kotoko, qui s'appellent les Gizga, qui s'appellent les Mousgoum, qui s'appellent les Podoko, qui ont leur façon de croire, qui ont leur spiritualité. Et cela, ils n'ont pas besoin que vous les traitez d'animistes ou pas, parce qu'ils n'ont pas désigné qui vous êtes. Ils n'ont pas désigné qui nous sommes. Nous sommes toujours en train de désigner, parce que nous avons des religions, l'islam ou le christianisme, les autres Africains de paganistes, de païens, d'animistes. Au nom de quoi? Au nom de qui?
Qui a dit aux adeptes de l'islam et du christianisme qu'ils détiennent la vérité absolue sur le lien entre l'être humain dans le cadre spirituel avec le Très-Haut, avec les forces célestes? Qui vous a dit ça? Qui nous a dit ça? Eh bien, c'est cela. C'est cela notre continent. C'est pour cette raison qu'il faut que nous discutions, que nous débattions, que nous écrivions. Parce qu'on ne peut pas accepter et comprendre que le continent, ce n'est pas Moundé qui le dit. Le continent qui a été à l'origine de l'alphabet, de l'écriture. Ceux qui sont venus le faire, le dire, avoir un rapport scientifique avec ces vérités. C'est-à-dire Günther Dreher, l'allemand, de la société allemande du Caire, qui a extrait à Abydos, donc dans le sud de l'Égypte actuelle. Dans le sud de l'Égypte actuelle, à Abydos, donc à côté du pays des Nouers, le Soudan, à côté du nord du Soudan actuel. Parce que ces divisions, ces délimitations, ce sont des délimitations coloniales à partir des Anglais, des Allemands, des Français, dans leur rivalité. On a, sur le continent africain, découvert, extrait les sources et les bases de l'écriture de la civilisation. Sur notre continent, l'Afrique. C'est-à-dire qu'un Africain n'a pas le droit d'être analphabète. Un Africain n'a pas le droit d'être illettré. Il a le devoir d'apprendre. Il a le devoir de lire. Parce que c'est chez nous, sur le continent africain, que ces choses-là ont été mises en évidence, ont été inventées, ont été suscitées par l'homme. Olivier Talé, président de la Société française d'égyptologie, qui va en Égypte chaque année faire des recherches, a fait avec ses collègues la mise en évidence de l'invention de l'alphabet. C'est-à-dire que il y a dans l'histoire de l'écriture, dans les origines de l'écriture, différents types d'écriture. Comme chez le Rwandjoya, par exemple, chez les Bamoun. Le Rwandjoya, chez les Bamoun. Il y a l'écriture idéographique. C'est-à-dire qu'on représente une idée à travers une image. C'est-à-dire que pictographique, autant pour moi, l'écriture pictographique, on représente une idée à travers une image. Le cheval, le bœuf, la femme, l'homme. Mais il y a l'écriture qui a évolué, idéographique. C'est-à-dire que on progresse, non pas, on n'est plus simplement dans la représentation de l'image, mais d'une idée, d'un concept. C'est de cela que procède effectivement l'alphabet. Vous avez vu chez le Rwandjoya, on est parti de 500 signes. Dans ce premier écriture pictographique, 80 signes dans la dernière version qu'il a laissée et qui a été mise en évidence dans l'histoire du peuple Bamoun, notamment à travers le pasteur Henri Marin Noir, qui a travaillé sur les chercheurs camerounais, des chercheurs africains de manière générale. 80 signes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à Fumban, à Bafoussam, à Tiko, à Manfé, on peut apprendre l'alphabet, l'écriture Bagam, l'écriture Bamoun. C'est possible sur notre continent. C'est possible sur notre terre. C'est possible sur notre terre d'étudier ces questions. C'est possible de faire lire. C'est possible d'amener les enfants dans le Nord Cameroun à l'écriture par des écritures authentiquement africaines. Parce que l'écriture, c'est la même chose. Quand vous avez appris l'alphabet en arabe, vous pouvez apprendre l'alphabet latin, vous pouvez apprendre l'alphabet indien, le sanskrit, vous pouvez apprendre le français, whatever. Un enfant qui apprend le Coran, qui mémorise le Coran, peut apprendre n'importe quelle langue, n'importe quel idiome, n'importe quel parler dans le monde. Un enfant qui le fait. Donc c'est pour une invitation et pour vous dire que nous allons continuer à citer les auteurs africains, à citer l'Égypte antique, à citer Meroé Napata Kerma, à citer ce qui est sur le continent. Personne ne nous arrêtera, personne ne nous interdira de citer ce qui représente la matrice, la sève nourricière de l'humanité. C'est très important ce que je vous dis ce matin. C'est très important, c'est éminemment important. Ceux qui veulent citer d'autres textes, ils sont libres de les citer. Moi, je les cite. Tout à l'heure, je vous ai récité des versets du Coran. Je peux parler pendant 10 heures, pendant 10 ans, pendant 10 jours de ce qui concerne le Coran. Pendant
10 heures, pendant 10 jours, pendant 10 semaines, on pouvait en parler. Mon ami et frère, Joël Hervé et d'autres, on parle d'exclusivisme, on parle d'inclusivisme dans les questions logiques à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur de semaine. On peut en parler. Et je dis que si sur le continent, si dans le monde, il y a eu des personnes qui étaient mathématiciens, philosophes, philologues, donc étudiant les textes, et puis dans les humanités, en 2020, où il y a toutes les possibilités de savoir, d'apprendre, d'avoir une distance critique, d'apprendre à apprendre, eh bien, on interdit pour la personne de savoir de connaître. Allez conquérir, chers Africains, la connaissance. Allez chercher la connaissance. Allez chercher la connaissance. Chantal Diop le disait, armez-vous de cherchez la connaissance. J'ai eu des initiatives formidables. C'est un artiste camerounais. C'est un artiste camerounais d'Aïdom Bimbe. Il fait tous les soirs. Et peut-être regarde cette vidéo en direct. Je lui dis comment d'autres jeunes Africains sur le continent. Comment vous nous êtes fiers de valoriser le patrimoine musical, culturel de notre continent. Ne laissez pas l'Afrique tomber. Ne laissez pas l'Afrique tomber. L'Afrique est belle et grande. L'Afrique a tout dans le monde. Mais l'Afrique ne reçoit que mépris du monde. Et même mépris de ses enfants. Daïdom Bimbe, il est, comme son nom l'indique, un bonnet belé. Daïdom Bimbe, c'est quelqu'un qui vient du pays de le pays de Mbedi, le pays de Bongo. Daïdom Bimbe, c'est quelqu'un qui, dans sûr, une affaire avec le système du social. De André Marie ses frères Bandé de Chouada. Je n'ai rien à faire de la de dame. Qui est Tanga, même si nous ça. Il a entrepris à travers son piano, il a entrepris de valoriser notre nectar. Daïdom Bimbe a entrepris de valoriser le Cameroun à de plus profond. C'est-à-dire une matrice de l'Afrique, un influent de l'Afrique. Parce que beaucoup de populations sont parties du Cameroun actuel pour plaire à un certain nombre de pays jusqu'en Afrique du Sud. Et beaucoup de populations sont parties également pour se retrouver au Cameroun. Besoin